Il te manque donc les kalachnikovs, c'est horrible. Là, je suis vraiment en train de toucher une kalachnikov dans un appartement. À aucun moment, je me dis je vais faire ça avec ça parce que ça va faire le buzz ou ça va faire choc. Donc les gens n'ont absolument rien à foutre des autres. Je pense que la politique aujourd'hui a totalement perdu de sa substance en ça. J'étais en colère contre Sarko, je ne sais pas si je peux dire ça. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sortons une interview avec Marie Saint-Phil qui est comédienne, auteure et chanteuse et qui là en ce moment est même en tournée dans toute la France pour son spectacle Culot. Je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux ou alors pour ces deux documentaires, le premier à Dubaï et le deuxième dans les banlieues. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit like et même à vous abonner, ça nous fera toujours plaisir pour le référencement. Bonne vidéo. T'en as sorti plusieurs, mais t'en as sorti notamment deux gros documentaires en plusieurs parties, un sur Dubaï et l'autre sur les banlieues, qui sont assez bouleversants, pour être très franc. Je trouve ça assez dingue à quel point t'es dans l'élément en fait de Dubaï ou de la banlieue. Comment toi tu l'as vécu ce truc-là et qu'est-ce que t'en as vu que tu pensais pas voir? Je l'ai vraiment vécu comme une aventure personnelle avant tout, c'est-à-dire, moi ce que j'aime dans ces documentaires-là, c'est que je pars avec énormément d'a priori, évidemment, sur la question. Je suis une grande admiratrice de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Je trouve que vous incarnez vraiment la puissance féminine. Ah, merci beaucoup. Vous avez nickel game, comme on dit. Moi, je veux faire la même chose que vous. Ah ben, je te le souhaite. Je veux faire exactement la même chose. Nique tout. Des préjugés, mais sans les avoir tellement approfondis. Mais voilà, je vais avoir des idées préconçues sur ce que je vais voir. Et en fait, petit à petit, je vais lever le voile de toute mon ignorance, de tout mon déni sur la question. C'est d'abord ce qui s'est passé en premier lieu avec Dubaï, puisque Dubaï, j'y étais allée pratiquement comme une touriste un peu révoltée évidemment, mais quand même une touriste. Et puis à un moment, je me suis rendu compte qu'il m'a quand même fallu 48 heures avant de m'apercevoir qu'autour de moi, il y avait des travailleurs qui vivaient dans des conditions pas possibles et que je ne les avais juste pas vus, que j'étais totalement aveugle à cela. Et c'est d'abord ça qui m'a le plus choquée. Par rapport à toi-même, tu veux dire? Par rapport à moi-même, donc par rapport au regard des autres. C'est comme ce que je trouve que ce qui est de finalement le plus choquant dans la mendicité à Paris, dans ce qui se passe Porte de la Chapelle, c'est la façon dont on a de côtoyer cette réalité en permanence sans agir. Sans agir, parce qu'en même temps, si on devait à chaque fois se rendre compte exactement de ce qui se passait, on ne pourrait plus vivre aussi. Donc de voir jusqu'où va notre propre lâcheté. Et pareil pour les banlieues. Alors pour les banlieues, souvent, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ça, de faire cette investigation. Et on me disait qu'il y aurait quelque chose d'assez indécent à aller dans les cités en tant que jeune femme assez privilégiée, un télo comme ça de mes couilles. Ok, et ça, c'est combien ça? C'est 57. Ça, c'est un roulé. C'est de la frappe du 3 fois filtré. Faut aller pas. Parce que c'est ça. Il y en a beaucoup là aujourd'hui, je pense, même j'ai 18 ans, 20 ans. Ah, moi, je dois fumer au moins 10 pétards. 10 pétards. Et donc, j'y suis allée comme je suis, c'est-à-dire, je me suis jamais cachée d'être une jeune fille qui a été élevée dans le 16e arrondissement. Et c'est d'ailleurs ça qui a vraiment été apprécié avec toutes les personnes que j'ai côtoyées, puisqu'on allait directement comme ça, d'abord à la Courneuve, puis dans les quartiers nord, un peu à poil, je dirais, avec mon associé Max. Et c'est en étant totalement qui j'étais et en se jouant de nos stéréotypes à chacun que j'ai créé des amitiés incroyables et que petit à petit, j'ai compris quel était vraiment ce monde qu'on ne peut absolument pas non plus synthétiser parce qu'il n'y a pas de synthèse à faire sur les quartiers, c'est juste des contradictions en permanence. En revanche, mais tu vois des trucs de dingue. Il y a notamment une scène où en fait, tu rentres dans un appartement et puis il y a des armes de guerre, littéralement. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je trouve que c'est presque la première fois qu'on le voit avec la sensation que ça pourrait être nous. Ah ouais, mais parce que ça pourrait totalement être vous. Oh putain, chargé et tout. Ciao les gars, c'est bon les gars. Tu t'en es déjà servi? Ah ça c'est pas ton problème. Ça c'est charge là, c'est ça. La culasse elle est vidée. Ouais. Au bas. Oh, il y a la bande son derrière. Tu fais comment comme ça? Donc on était dans une cité à Marseille et à un moment on parle avec des personnes fort sympathiques au demeurant à l'épicerie du coin où on boit le café parce qu'il y a une habitude de boire le café
Donc, on prend le café. Il faut le savoir, je n'ai jamais payé aucun café dans aucune cité. À chaque fois, on m'invite, on me paye des trucs, etc. Il y a une sorte de générosité, etc. Et là, je parle avec une personne, avec un jeune homme, on commence à rigoler. Et là, il commence à nous dire tu veux voir des guitares? Et là, Max qui dit non, on va pas avoir des guitares. Je dis non, si Max, on va avoir des guitares. Et on allait voir les guitares, parce que Max pensait à ce moment-là que c'était les vraies guitares. Mais non. Et donc, à ce moment-là, on est rentré chez eux, on avait des guitares. Très, très choquant, parce que avec un naturel pas possible, il te montre ça, avec une sorte de jeu, comme un enfant. Il te montre donc les Kalachnikov. Et il faut savoir que dans cet appartement, donc c'est absolument pas une anomalie, hein, cet appartement était en face... je sais pas si je peux dire ça. Libre à toi. Non, je vais pas dire. Mais en gros, c'est dans un cadre où finalement, c'est très dangereux d'avoir des guitares à ce moment-là. Et donc, ce qu'il y a de fou, c'est que moi, je suis face à cette situation qui est quand même à la fois totalement absurde, drôle. Je suis désolée, c'est drôle. Et en même temps, horrible. C'est horrible. Et donc, j'ai tous ces sentiments contradictoires de me dire, là, je suis vraiment en train de toucher une Kalachnikov dans un appartement, dans une ville qui vit, comme si c'était normal. Enfin, non, mais c'est moi. Tu y allais pour comprendre ça, pour dénoncer quelque chose? Non, mais pour montrer que ça faisait partie d'une vraie réalité, et que cette réalité, elle n'est pas du tout c'est pas de la fiction. C'est pas... Ce que j'aime avec ces vidéos format Marie Sans Filtre, c'est vraiment de dévoiler l'hypocrisie qu'il peut y avoir partout. Et là, souvent... Laquelle, dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas-là, soit on va faire quelque chose de totalement scénarisé, avec un discours très dramatique, avec une musique un peu de film à l'américaine, etc., pour dire que tout ça est très dangereux, etc., ce qui est totalement vrai aussi. Mais c'est une réalité, en fait. C'est juste une réalité. Et cette réalité, on ne peut pas l'affronter comme de la fiction. Et je trouve que dans le rapport à la banlieue, il y a évidemment un gigantesque fantasme et en même temps une dépréciation qui se côtoie et qui fait qu'on n'est pas capable d'aborder ce sujet normalement. Mais justement, ça ne dessert pas de montrer justement qu'il y a vraiment des armes en banlieue, comme la majorité des gens peuvent penser. Ça ne dessert pas justement ce que tu veux montrer? Non, ça ne dessert pas parce que ça montre quelque chose. Moi, je n'ai pas cherché à voir ça, c'est venu à moi. Et mais tous les préjugés, par exemple, qui disent que la banlieue peut être dangereuse, tu as beaucoup de préjugés aussi sur ça. Bien sûr que la banlieue peut être dangereuse. Oui, mais comme une ville aussi peut être dangereuse. Mais justement, tu as beaucoup de gens qui disent que les banlieues, c'est encore plus dangereux. Est-ce que de montrer qu'il y avait des armes, peut-être, justement, ne dessert pas Non, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout parce que qu'est-ce qui dessert le regard qu'on porte sur la banlieue? C'est l'éloignement, c'est la mise à distance qu'on fait avec ces choses-là qui sont carrément, malgré tout, une France à part, qui sont des territoires à part. Et cette mise à distance, on va soit la glorifier par un discours empreint d'une victimisation totale, soit d'une scénarisation à l'extrême, d'un fantasme, de quelque chose de particulièrement dangereux. Le seul truc, c'est qu'on n'aborde pas ces sujets normalement. Et cette normalité-là, moi, je la montre avec un peu plus de légèreté et, je dirais, un ton différent que celui avec lequel il est abordé, soit par les personnes des quartiers eux-mêmes qui parlent d'eux-mêmes, ou alors du biais médiatique qui en fait quelque chose de... caricature. D'une caricature incroyable. Mais il n'empêche que la caricature existe aussi. Et c'est ces discours-là qu'en fait, il faut arriver à traiter. Et les vidéos sur les banlieues montrent ça. Il y a des moments où c'est de l'humour, il y a des moments où c'est pas du tout de l'humour, il y a des moments où on montre quand même une caricature qui existe. Et on peut pas... Il y a plusieurs vérités qui coexistent et je pense qu'on peut pas traiter ces sujets-là d'une seule et même façon. Ouais, mais je comprends très bien et tu sens, en fait, même méga en colère contre le système. Mais en fait, on a du mal avec tout ce que tu fais à vraiment définir c'est contre quoi tu es en colère. Parce que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le côté... c'est criant de vérité, ce que tu montres, comparé à des discours parfois assez déconnectés des banlieues qui les glorifient ou les diabolisent. Mais contre quoi, toi, t'es en colère? Moi, je suis en colère, de manière générale, par l'absence de remise en question, par le fait de se laisser aller
au jugement des autres, par le fait d'avoir à un moment cette paresse, de se dire, bon, bah, si lui dit ça, c'est que ça doit être vrai, donc je vais le croire. Par le fait de se laisser aller à avoir soi-même la même opinion constamment et ne pas revenir dessus. Voilà ce sur quoi je suis en colère. Il n'y a rien de figé dans ma pensée. Je ne vais pas vous dire que quand j'ai fait ces vidéos banlieue, c'était contre une personne ou contre la façon dont était traité médiatiquement quelque chose. C'est tout à la fois. Alors évidemment, ça peut entraîner une certaine confusion. C'est vrai, je le comprends. Mais moi, ce que je trouve d'absolument redoutable aujourd'hui, c'est ce conformisme qu'on a tous et que j'ai moi-même parfois, qui fait que on se laisse aller. Et ma démarche à aller moi-même voir les choses, c'est ne pas se laisser aller à ces jugements-là. Aujourd'hui, moi, je n'allume plus la télé. Ok. Parce que je n'ai plus le temps pour, si je vais voir un discours, essayer d'analyser tous les autres qui pourraient à la fin me donner ma propre pensée. Donc, j'ai un rapport à l'actualité, aux news qui est beaucoup plus, je dirais, viscéral. Qu'est-ce qui aujourd'hui me parle, etc. Je fais beaucoup plus le tri parce que je n'arrive plus à avoir des opinions sur tout comme je pouvais en avoir à un certain moment. Parce que ces opinions, à un moment, quand on doit avoir des opinions sur tout, soit on est excessivement intelligent et on a un temps incroyable pour faire ça, soit en réalité, on est obligé de suivre la mouvance. Et ça me fatigue énormément. Non mais c'est vrai, et je trouve que ça porte une forme de contre-journalisme, un peu ce que tu fais avec une approche totalement différente. Je me pose même la question de comment toi tu perçois ce métier, parce qu'on sent que tu as aussi cette frontière avec une forme d'ambition journalistique. Enfin, je le ressens un peu comme ça. Quand je le fais, je me dis pas que je fais une enquête journalistique du tout, mais en réalité c'est totalement ce que je fais. Genre le plan à Dubaï où d'un côté, tu es en train de louer une maison à plusieurs millions d'euros et de l'autre, il y a Max qui est dans les camps du coup des travailleurs et tu mets les deux en alterné Perspective, ouais. Et on est obligé d'y voir un message. Je remplace Marie en caméra discrète parce qu'elle n'est pas du tout autorisée à rentrer dans les labor camps, on appelle ça des labor camps. C'est là où vivent tous les ouvriers de Dubaï. C'est bien ça. Ça commence à être pas mal. À une deuxième télé. Deuxième salle à manger. Là, c'est carré. Trop bien. That's the kitchen. Ok. Everybody cooks. À partir du moment où il y a un clivage très important entre des riches et des pauvres, de manière générale, toutes les contradictions, on peut les remettre comme ça et ça révèle à la fois un effet comique et à la fois un ressort dramatique. Évidemment qu'il y a un fond politique dans toute chose et qu'il y a du journalisme parce qu'il y a de l'enquête et qu'il y a une recherche de vérité. Je pense que ce qui me permet aujourd'hui de rester un peu entre tous ces domaines-là, c'est en réalité que je ne m'associe à aucun genre. Je n'ai aucune éthique journalistique. Non, mais j'en ai pas puisque je ne suis pas journaliste. Donc je peux dire ce que je pense. Je peux à un moment sortir totalement de la neutralité. Quand la neutralité me sert ou sert un propos, alors à ce moment j'utilise. Quand elle ne me sert pas, je donne mon opinion. Oui, il y a une vraie confusion et je le comprends. Mais je pense que qu'est-ce qui prime dans tout ça et qu'est-ce qui en ressort? C'est malgré tout une sorte de sincérité totale à faire les choses. Voilà. À aucun moment je me dis je vais faire ça avec ça parce que ça va faire le buzz ou ça va faire choc. Tu penses qu'aujourd'hui, on vit sous une forme de coupe de bien-pensance? Ouais. Ah oui, bien sûr. Je pense malgré tout que soit ça s'est un petit peu atténué depuis quelques années, soit c'est moi qui ai totalement embrassé le système parce que j'ai pris beaucoup dans la gueule à vouloir aller contre la bien-pensance. Le fameux défilé Chanel qui avait fait le tour de... Défilé Chanel, mais même toutes les vidéos allaient contre la pensée du moment. J'ai pris énormément dans la gueule, j'ai adoré faire ça, j'adore toujours le faire, je ne supporte pas... Enfin, mon premier réflexe, c'est quand même de dire non à tout le monde. Hein. Tu vas me dire quelque chose, je vais dire non. Même si je suis totalement d'accord, tu vois. Donc, j'ai quand même toujours ce premier réflexe-là qui est assez insupportable. Hein.
D'avocat du diable. Ouais, ou de jusqu'à ce couille, hein, tu vois. Je pense qu'il y a des choses énormes qu'ont apporté ce mouvement, quand même. Assez radical, parce qu'il y a eu un moment de grande radicalité. Je pense que la parole des femmes s'est totalement libérée, que désormais on entend les victimes. Voilà, il y a beaucoup de choses phénoménales. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a rien de totalement positif qui émerge. En fait, il y a beaucoup de choses contre. Il y a beaucoup de pensées contre. Il y a beaucoup de maintenant ça suffit, maintenant il faut parce qu'on a trop longtemps été. Mais il n'y a pas un mouvement totalement positif qui émerge. Vous voyez, quelque chose de totalement nouveau, avec un enthousiasme, avec quelque chose de totalement innovant. Et ça, mais est-ce que c'est pas les médias qui font en sorte de tout le temps parler de choses négatives parce que c'est ça qui plaît? Même dans les choses totalement progressistes, je pense à la libération de la parole de la femme, de la parole des homosexuels, de tout un courant totalement progressiste, etc. Il y a dans tout ça qu'une sorte de réaction à quelque chose. Mais c'est comme si aujourd'hui, il n'y avait pas eu la place, et ça se voit totalement en politique. On est à un moment où il n'y a plus rien de neuf. Comme s'il n'y avait pas la place pour totalement inventer quelque chose de différent, avec une énergie différente, avec un courant, avec un mouvement de pensée différent. Et donc, l'énergie est particulièrement basse. Voilà ce que je constate. Les gens sont fatigués. Ils sont totalement fatigués. Le Covid nous a esquintés. On s'est laissé esquinter par le Covid, par les mesures qui ont été prises, qui maintenant, voilà, on se rend compte quand même qu'on est allés tous très très loin par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on nous a dit de faire. Enfin, il y a quelque chose individuel. C'est un truc de malade. Et je pense qu'il y a une fatigue générale immense. Et que dans cette fatigue-là, on vivote. Mais il n'y a pas ce feu, quoi. On retient le chaos. Mais il y a une souffrance. Moi, je trouve qu'il y a une souffrance absolue en ce moment. Et franchement, même rien que d'y penser, ça me touche énormément. Enfin, je trouve que les gens souffrent énormément, qu'on les entend pas. Et que là-dedans, ça stagne. Tu penses qu'un jour, ça va exploser? Là, j'ai vraiment ce sentiment on retient le chaos, mais comme si les gens n'avaient même plus la force de vraiment se révolter. Et se révolter pourquoi? Pour qui? Il n'y a personne qui incarne quelque chose dans lequel on peut croire. On n'a plus de foi, en fait. Est-ce que tu penses que c'est un politique qui pourra l'apporter cette fois, ou quelqu'un d'autre qui ne vient pas justement du monde politique? Je pense que la politique, aujourd'hui, a totalement perdu de sa substance en ça. C'est-à-dire qu'avant, la politique, ça permettait quand même d'avoir... La République était une forme de religion, la politique était une forme de dépassement de soi, et était une forme de protection de tous. Était super respectée aussi. Était respectée, on avait quand même des personnes qui, même si c'était des crapules, même si il y avait des magouilles dans tous les sens, il y avait une transcendance malgré tout, il y avait un discours qui emportait tout le monde, il y avait une magie. Et aujourd'hui, à avoir tellement cassé... je trouve la forme. Depuis quand alors, pour toi, ça a perdu de son prestige? La politique? Ouais. Depuis quand tu sens plus cette flamme, cette... Parce que toi, tu as fait Sciences Po, tu voulais même préparer le j'adorais, vraiment. C'était quelque chose qui te destinait un peu au début. J'adorais ça. J'adorais ça. Je me réveillais le matin, j'étais en colère contre Sarko, je voyais les trucs, je me disais qu'ils étaient complètement... Enfin, ça m'animait, quoi. Mais encore aujourd'hui, on a l'impression que tu fais de la politique sans en faire. Ça donne beaucoup cette impression-là. Mais comme d'ailleurs d'autres, de plus en plus, c'est des gens... C'est que tu me sens trop le donner, je suis pas d'accord. On se pose la question, on se dit, est-ce qu'il y a un message caché ou pas? Ou est-ce que... Mais ça, on se dit pas non, on se dit pas fais de la politique, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un message caché? Non, il y a toujours de la politique parce que... Ça fait partie de toi aussi. Ça fait partie de moi et qu'il y a un regard sur la société. Maintenant, avant, je donnais beaucoup plus de réponses, je dirais. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Aujourd'hui, j'utilise mon premier atout en tant qu'artiste, c'est de ressentir ce qui se passe. C'est de ressentir la sensibilité du moment. C'est d'arriver à comprendre en quoi on souffre là, en quoi on souffre pas là.
qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui parle pas. Voilà. Avant, je donnais des réponses. Si à ça, il faut ça. C'est ça la politique, ce sont des réponses. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réponses. Il n'y a même plus un semblant de réponse. Il y a juste on retient la merde. On va faire ce qui fait qu'on ne va pas s'écrouler. Et en même temps, on en a besoin de ne pas s'écrouler. Parce que le pays peut quand même partir en miettes. Enfin, j'ai cette sensation-là. Franchement, c'est terrible ce qui se passe entre le pouvoir d'achat, entre... rien ne va, en fait. C'est horrible, hein, et pourtant, je suis quelqu'un d'excessivement optimiste. Mais aujourd'hui, rien ne va. Mais est-ce que ça ne fait pas déjà des années et des années il y avait la vidéo, ce que j'allais dire, il y a la vidéo de Brut où tu vois les présidents terminer chaque année depuis 2008 en disant ça a été une année compliquée, mais espérons l'année prochaine. Ouais. Puis l'année d'après, ça a été une année compliquée, mais espérons l'année prochaine. J'ai l'impression, alors c'est évidemment une phrase uniquement subjective, j'ai l'impression que là, en ce moment même, les gens vont pas bien. Ils sont, et c'est pas qu'une impression, puisqu'on voit bien ce qui s'est passé avec les manifestations et ce qui se passe encore. Mais est-ce que ça, c'est pas les réseaux sociaux qui, depuis, ont émergé, ce qui fait qu'on a l'impression que ça va peut-être plus mal qu'avant? Que tu dis, tu vois, les femmes ont pu plus facilement prendre la parole aujourd'hui aussi grâce aux réseaux sociaux, ce qui est une très bonne chose. Mais est-ce que justement la pauvreté, on ne la remarque pas encore plus maintenant parce que plus de gens peuvent s'exprimer là-dessus? Je pense qu'il y a une souffrance sociale immense, en tout cas. Je sais pas, peut-être que vous avez raison, peut-être que j'arrive pas à faire le juste parallèle et à relativiser avec... mais en tout cas, en ce moment, je trouve qu'il y a une souffrance sociale inouïe et j'ai pas l'impression qu'on s'y intéresse vraiment. Est-ce que tu as l'impression, parce que tu es dans une génération presque native des réseaux sociaux, où tu as connu ça tôt, mais en même temps tu as pu voir un peu le monde avant, est-ce que ça a rendu les gens plus peureux, paradoxalement, les réseaux sociaux? Totalement. Et comment tu vois en fait ce Encore changement? deux vérités qui coexistent, deux ambivalences. Ça permet une liberté soi-même de se dire que tout est possible par les réseaux sociaux et que machin, et qu'aujourd'hui on peut avoir facilement en réalité 50 000 abonnés en faisant 2-3 trucs que tout le monde sait à peu près de termes, de mettre un bikini comme ci et de faire une vidéo TikTok comme ça. Donc il y a une possibilité nouvelle. Ça peut... Tu rentres bien le ventre. Mais vraiment tu le rentres. Et en même temps, les gens n'osent plus rien dire parce que tout est dit, tout est archivé, tout est... Et donc, c'est ça dont je parle. Il y a une sorte de chose où tout est figé désormais. Et il faut voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fonctionne? Ce sont exactement les mêmes vidéos. C'est le formatage qui fonctionne. Et vous le savez vous-même, puisque vous postez sur les réseaux et vous savez exactement quels sont les codes pour faire qu'une vidéo va marcher. Donc, c'est capter tout de suite l'attention avec la première image, puis puis un rythme comme ça, puis tel nombre de minutes. Et donc, c'est un formatage. C'est pas qu'une histoire de mode, les réseaux sociaux. C'est vraiment penser d'une certaine manière. Donc, moi, j'adore ça parce que c'est ce qui m'a permis d'exister, mais c'est ce qui me rend folle tous les jours parce que ça va continuellement à l'encontre de ce que je veux faire, qui sont quand même des choses différentes, avoir des voix différentes, avoir des façons de parler différentes. Donc, c'est l'enfer, ouais. Pour revenir sur ce sujet-là, mais c'est un truc que je trouve toujours très difficile, c'est le côté de quel héritage on s'inscrit et tout ce qui va avec. Et je pense que beaucoup de gens te font la réflexion, mais ce que tu fais a attiré beaucoup l'attention des gens sur ce qu'avait fait Camille Cottin avec Connasse. Bien sûr. Et qui était quelque chose qui était assez novateur aussi, et ce que tu fais l'est, et on n'en voit pas beaucoup. Comment tu réussis à te situer, même toi, d'un point de vue de ta propre carrière, ta propre but que tu poursuis? Par rapport à un héritage, par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il n'y a pas beaucoup de modèles dans ce que tu fais. Mais oui, putain, à chaque fois on me demande quel est ton modèle, et là, c'est la cata. Et pour vous dire, j'ai un modèle, mais qui n'est pas vraiment un modèle, qui vraiment, lui, est vraiment dans une absence totale de stratégie marketing, qui serait, s'il te plaît, youpi, ça fait bander, Boris Vian. Ok, oui, ça remonte. Ça remonte, c'est chiant, voilà.
Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il faisait de la musique, parce qu'il faisait tout, en fait. Avec beaucoup de liberté, et il était écrivain, etc. Sans jamais vraiment se poser la question de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Ouais, il le faisait, et puis il se posait pas. Il le faisait, et puis c'est tout. C'est vrai que je n'ai pas... Ou Rémi Gaillard? C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Totalement, il y a un peu de Rémi Gaillard, mais bon, en même temps, on peut pas dire que ce que je fais ressemble beaucoup à Rémi Gaillard. Non. Alors, non, en fait, ça dépend. Par exemple, voilà, très simple. Quand je fais une vidéo qui va me demander beaucoup d'audace, donc ce que j'appelle une sorte de coup d'éclat, je vais invoquer des grands dieux. Donc là, à ce moment-là, j'invoque le grand dieu Sacha Baron Cohen, évidemment. Pourquoi? Parce que dans son registre à lui de coups d'éclat, on ne peut pas faire mieux. Mais pourtant, Sacha Baron Cohen, je n'ai pas tout vu, je ne l'ai pas totalement regardé. Quand je le vois, je ne suis pas non plus un truc. Mais c'est mon dieu de ce moment-là. Lorsque je vais écrire le matin, j'invoque d'autres grands dieux. Mais là, j'en ai plein parce que j'adore lire. Donc, j'ai plein de grands dieux écrivains en fonction du thème ou de la sensation que j'ai envie de retranscrire. Voilà. Donc, il y a souvent Baudelaire, il y a souvent Albert Cohen. Donc, c'est des dieux immenses, attention, hein, je ne dis pas que... Mais c'est eux que je vais invoquer. Quand je suis sur scène, j'ai aussi plein de grands dieux auxquels je vais me fier. Lorsque je chante, je pense quand même beaucoup à plein de chanteurs, en vrai. J'ai couru sur la plage, j'ai vu le ciel, j'ai compris. Au bureau, elle travaille. Le dimanche, se balade. Lorsque je danse, je pense beaucoup à Dita Von Teese, par exemple. Ça n'a aucun rapport, mais à des trucs un peu, voilà. Donc j'ai plein de dieux différents. Oui, que tu invoques. Que j'invoque. Mais est-ce que tu as la sensation d'être toi-même devenue la déesse d'autres personnes? C'est vraiment, je reviens sur cette séquence-là, mais le défilé de Dior est un truc qui est resté vraiment ancré dans les légendes pour le coup. Oui, c'est vrai. C'est avec cette scène avec Gigi Hadid, c'est ça, qui est dingue. Enfin, tu vois, c'est vraiment un doigt d'honneur à l'industrie de la mode, tu vois, en fait. Et c'est fou. En fait, il y a aussi un autre truc qui est soit très très présomptueux de ma part, soit follement modeste, je sais pas, mais je me rends pas compte. Vraiment, il y a presque pas une journée de ma vie où on ne m'interpelle pas dans la rue pour me parler de ce défilé. Et j'arrive pas à me rendre compte que ça a pu à ce point-là. Ça a marqué les gens, mais dans le bon sens du terme, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'était une libération d'un culot, c'est vraiment le mot. Déjà, t'as en fait, des industries très dans une industrie hyper fermée, un peu olite, un peu hautaine, machin. T'arrives et tu es en mode, en fait, on s'en fout. Et du coup, en fait, ça inspire en fait les gens. Ouais, ça inspire. Le spectacle inspire énormément. À chaque fois que je ressors du spectacle, moi, il faut savoir que sur scène, je suis dans un état assez spécial. Une sorte de transe, quoi, on peut se le dire. Et parfois, je sors du spectacle en me disant « Putain, j'espère que j'étais pas solo dans mon trip, quoi. » Et là, je reçois vraiment des centaines de messages de personnes qui ont été bouleversées et qui, dans les semaines à venir, me disent « J'ai fait ci, j'ai fait ça. Te voir en train de faire ça m'a donné envie de faire ça. » Là, tu te dis « Ok, je fais du développement personnel, Marie, c'est ça? » Et ça, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à faire des masterclass. Parce que maintenant, je fais aussi des masterclass. C'est ces messages-là qui m'ont dit « Bon, je peux pas rester là-dessus. » Et donc maintenant, 1 à 2 fois par semaine, on se retrouve quand même 10 fous dingues dans une salle de théâtre, à se mettre totalement à poil au sens figuré du terme, pour faire ressortir notre culot. Ça prend des proportions, ce truc. Vraiment... et là, ça va sûrement être l'anarchie. Hein. S'il y a trop de gens qui font ça, le pays, la France va peut-être chavirer. Hein. Il va se passer quelque chose, parce que les mecs qui ressortent de là,
avec une énergie de tout défoncer. Ouais. Et donc, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est vrai que ça me dépasse. Ouais, franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse de ouf. Est-ce que les gens ils se prennent trop au sérieux? Est-ce que c'est pas ça le sujet? Bien sûr. Comment arrêter? Pour moi, se prendre au sérieux, ça interdit tout. Enfin, le fait de se prendre au sérieux ne permet pas de passer véritablement à l'action. Parce que considérer son image comme une affaire sérieuse, surtout donner trop d'importance aux autres. C'est donner beaucoup trop d'importance dans le regard des autres, alors que les autres n'ont absolument rien à foutre de ta gueule. Enfin, il y a un moment que vraiment se rendre compte d'un truc, c'est que les gens n'ont absolument rien à foutre des autres. Enfin, c'est comme ça. Ah ouais. Mais rien. Donc c'est accorder quelque chose de beaucoup trop important dans le regard des autres. C'est être sans cesse déçu par soi-même. C'est être dans le mensonge. Puisque quand on se prend au sérieux, on est dans le mensonge. On est dans une posture. C'est s'écouter, c'est se regarder le fion. Enfin, c'est terrible. Et surtout, c'est ne pas être véritablement soi-même. Parce que lorsqu'on est totalement soi-même, on n'a pas besoin de ce vernis-là. On n'a pas besoin de se définir. Moi, je suis comme ci. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis une personne très... Non, t'as juste à être, en fait. Et le trop-plein de sérieux ne permet pas l'aventure aussi, parce que c'est parce qu'on n'a pas de sérieux en nous qu'on est capable de faire des choses qui ne nous ressemblent pas, qu'on est capable d'essayer, d'échouer. Donc, le sérieux, c'est une calamité. Et les réseaux sociaux... poussent les gens à se prendre au sérieux. Ah, putain. Et le pire, c'est avec une hypocrisie totale, sous couvert de « pas du tout ». C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Ouais, on a tous besoin d'un peu plus d'audace et un peu plus de modestie. Et ce qui est terrible, et ouais, exactement. Et ce qui est terrible avec ces réseaux sociaux, c'est que donc, du coup, tout le monde est acteur de sa propre vie, et donc un mauvais acteur, puisque c'est un acteur qui embrasse le mauvais sérieux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le vrai rêve n'existe plus. Parce que ce qui brille vraiment, normalement, dans l'art, c'est ce qu'on ne sera jamais vraiment capable de vivre soi-même. Et c'est là qu'un livre, qu'un film nous émeut totalement. C'est qu'il y a cette bonne part de réalité et il y a cette part de fantasme. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grosses stars. Et je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais avant, un Belmondo, tu le voyais, tu te pissais dessus, quoi. Tellement il avait une autorité suprême, tellement il incarnait un rêve. Tu penses que c'est plus le cas dans Dujardin ou... Alors, un Dujardin, etc., je pense que c'est une catégorie encore d'une génération qui permet de créer encore ce glamour-là. Ah, mais peut-être les nouvelles stars ont moins ce glamour-là? Ouais, je pense qu'on est obligé d'à chaque fois rappeler à quel point on est humain pour être aimé. Avant, c'était pas le cas, tu vois. C'est plutôt l'inverse. C'était plutôt l'inverse. Et je trouvais ça très bon d'avoir cette catharsis-là. Catharsis. C'est les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai une dernière question avant de clôturer tout ça. C'est quoi le sujet auquel tu t'es pas attaqué et que tu trouves qui t'excite, que tu as le plus envie d'aller attaquer? T'as fait Dubaï, t'as fait la mode, t'as fait les banlieues, t'en as fait d'ailleurs beaucoup d'autres, mais quel est celui sans contrainte qui irait attaquer? Alors, il y a évidemment l'écologie et l'environnement. Ah, effectivement. Il y a plusieurs trucs très drôles à faire, effectivement. Il y a des choses excessivement drôles, il y a tellement de contradictions qui ne sont jamais soulevées. Parce que lorsqu'on parle de l'écologie et de l'environnement, c'est souvent avec une direction. Donc ça, mais c'est vaste, enfin, c'est immense, quoi. Donc peut-être l'année prochaine. Et il y en a un autre, mais si je le dis... On va te le voler. Non, ça peut m'empêcher de le faire. Donc je vais... Tu as raison, alors garde-le pour toi. On te recevra quand tu l'auras fait. Ouais,
ou pas, ou je serais morte. C'est vachement rassurant. Mais non, mais écoute, c'était un plaisir de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, franchement, c'est super chouette. Ouais, c'était génial de te découvrir comme ça. Je trouve ça, enfin, moi j'encourage les gens qui ne les ont pas vus d'aller regarder les documentaires que tu as fait, parce que c'est en tout cas une forme de journalisme qui, moi, me parle beaucoup. Ah bah, puis le culot aussi. Ouais, le culot. Ouais, ça doit être... Ça a été vraiment quelque chose. Les banlieues, ça a été encore plus dur que Dubaï. Parce qu'il y a des choses incroyables quand même, juste. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner pour nous soutenir. À très vite.